Bonjour à tous, merci Ferhat, pour, cette occasion d'intervenir, au sein enchanté d'être, parmi vous. Je m'appelle Vincent Delon, je suis directeur commercial chez, Elevo, leader en France sur la partie, performance management. Je suis dans le milieu des RH depuis, maintenant 8 ans, après être passé par, EasyRecruit et 360, Learning. Donc voilà, une certaine, expertise sur, le sujet. Aujourd'hui, on va parler, du management des talents et bonne nouvelle, ça va être passionnant, on va se raconter plein de choses et je vais essayer d'être assez direct, pour que vous ayez un maximum d'informations, une chose que vous puissiez mettre en œuvre, directement au sein de vos, entreprises en tant qu'RH. On commencera par, des constats, par, de la prospective sur les nouveaux paradigmes post-Covid, parce qu'il se passe pas mal de choses qui changent actuellement. Ensuite, on discutera des solutions et de la best practice, Elevo pour le management de la performance. Et dernier point, on donnera des exemples concrets, pour que vous puissiez mettre en œuvre, concrètement, cette, best practice au sein de vos sociétés, respectives. Juste avant ça, on a la possibilité, grâce à Parlons RH, de faire des sondages et donc de vous faire participer à ce webinaire. Donc je vous propose, d'ouvrir les votes sur une 1re question qui est: quelle est votre problématique RH principale en sortie de crise? Ça se passe sur la droite et donc vous avez la possibilité de répondre directement à la question qui vous est posée. On prendra le temps de débriefer après, la première partie. D'accord? Donc n'hésitez pas à répondre, sur la droite. Mais d'abord, avant de commencer, directement, cette première partie, je vais me permettre un petit, retour en arrière en vous parlant, d'origine familiale de mon grand-père, en l'occurrence, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça après. C'est un rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc mon grand-père s'appelait André Gézéquel. Il a commencé à travailler après-guerre à 14 ans en tant que géomètre. Alors aujourd'hui, géomètre, ça fait plutôt bien, mais à l'époque, hein, c'était le plus bas de l'échelle quand on savait, compter. Heu, mais voilà, il travaillait dans le BTP, il travaillait à Brest, c'était quand même une ville qui avait été rasée par la guerre en l'occurrence, et du travail, il y en avait. Et il y en avait énormément. Vous pouvez l'imaginer dans le BTP dans une ville comme Brest. Et c'est des éléments qui ont fait tout simplement qu'il a pu progresser extrêmement vite et en fait, dès que, les choses n'allaient pas assez vite dans les entreprises dans lesquelles il était, il bougeait. Il allait dans l'entreprise d'à côté qui le payait mieux, qui lui proposait un nouveau poste, et cetera. Pour la petite histoire, il a fait une quinzaine d'entreprises, dans ses 20 premières années, de travail. Donc vous voyez que ça va quand même relativement vite, à ce moment-là. Et il a toujours dit: «C'était pas compliqué à l'époque, si je me fâchais avec, mon dirigeant, dans la matinée, je traversais la route, j'allais sur le chantier d'en face, j'étais embauché l'après-midi. De toute façon, tout le monde recherchait, des employés, tout le monde recherchait, des ouvriers». Donc c'était vraiment le marché, pléthorique du travail avec énormément d'offres, en l'occurrence. Et donc, par rapport à ça, voilà, il a fini pour information chez Killery, maintenant CFH. Il a finalement passé, 20 ans dans cette société. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a un rapport très direct avec, notre vie, d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, post-Covid, un petit peu comme on dirait après-guerre, dans toute proportion gardée, hein, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur bien sûr, les choses ont changé. Et on se retrouve après 20 ans, 30 ans, 40 ans à avoir tous entendu le chômage de masse et cetera, et ben, on revient en fait à un marché de l'emploi qui est plutôt, pléthorique, avec un taux de chômage qui est maintenant en dessous de 8 post-crise, hein, donc on est juste à la sortie de la crise, on est à 7 et quelques. La restauration, ils trouvent plus de serveurs, les cuisiniers, impossible de trouver. Les rayons en Grande-Bretagne sont plus approvisionnés par manque de chauffeurs. On voit que les compagnies privées américaines de transport trouvent plus de stewards pour le retour des vols. On est dans cette typologie de sujets où on ne trouve plus les bons employés. Vous le voyez aussi dans vos entreprises respectives. On le trouve dans des startups comme la nôtre, hein. Si vous avez des développeurs, appelez-nous, on en cherche comme tout le monde, comme tout le marché, actuellement. On est retombé, dans cette, pénurie de main-d'œuvre, et c'est même, le MEDEF, hein, qui dit, que c'est un des 2 premiers freins à la reprise. Donc c'est un paradigme très fort dans cette, sortie de crise, c'est que tout simplement, on va rentrer dans une guerre des talents, en tant que telle, dans une recherche d'avoir des employés, et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup penser au temps d'avant, au temps de nos grands-pères. Je suis sûr que les vôtres aussi, ont connu ça, du marché du plein emploi, et ça va changer beaucoup de choses dans nos vies RH et notamment dans le management de la performance. On va le voir juste derrière. Premier point, c'est vraiment cette guerre des talents qui est en train de se mettre en place.
pour presque tout le monde, pour presque tous les secteurs. Et attention, moi, mon message pour aujourd'hui, il va commencer par ça, c'est attention, vous êtes en train de vous en rendre compte en tant que RH, vous avez peut-être du mal à recruter actuellement les talents dont vous avez besoin, mais attention également, vos collaborateurs, eh ben, eux aussi, ils s'en rendent compte, ou ils sont en train de s'en rendre compte. Et ils se disent, oh, mais on est dans un marché nouveau où je peux aller toquer à la porte d'à côté et je vais être bien accueilli. Je peux bouger si j'en ai envie. On passe d'un système où le rapport employé-employeur est presque en train de s'inverser et où vos collaborateurs sont en droit d'exiger des conditions de travail intéressantes. Hein, donc on est vraiment dans ce rapport de se dire: «Est-ce qu'on va me proposer quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on va me proposer quelque chose qui correspond à ce que je suis, à ce dont j'ai envie?» et cetera. Le rapport de force s'inverse et donc vous êtes dans une sorte d'obligation de plaire à vos collaborateurs parce qu'ils peuvent bouger. Et ça, c'est tout nouveau, on n'était pas là-dedans il y a quelque temps encore. Donc par rapport à ça, il faut se rendre compte de la conséquence que ça a pour, toutes les entreprises de France. C'est que si les gens peuvent partir vite, ben, vos entreprises respectives se retrouvent presque en risque de mort imminente. Parce que si les gens peuvent partir rapidement, ben, à un moment, s'il n'y a plus personne, dans les rangs, vous avez un énorme problème. Donc la guerre des talents, ça devient à celui qui est le plus attractif pour pouvoir tout simplement, heu, avoir des personnes compétentes pour alimenter sa croissance au jour le jour, pour alimenter son business. Ça devient un vrai enjeu et ça met les RH au centre. Ça, c'est le premier nouveau paradigme post-Covid. Le deuxième aspect lié à ça, c'est tout simplement la vitesse d'apprentissage et l'accès au savoir. Je vous le disais, je suis un ancien de 360 Learning. C'est quelque chose qui change la donne également. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'intégrer de nouveaux collaborateurs beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Historiquement, ça prenait entre 3 à 6 mois pour intégrer une nouvelle personne dans l'entreprise, lui apprendre le métier, lui apprendre les différents process, etc. Maintenant, on a des tonnes d'outils qui nous aident, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et on est capable d'intégrer des personnes en un mois de temps avec même des choses préenregistrées. Ça prend moins de ressources de les former en tant que telles. Donc, on est en train de réapprendre sur le tas, un petit peu comme on connaissait il y a longtemps. Je reviens à mon grand-père en l'occurrence. C'est un phénomène qui est renforcé également par une grosse tendance au sein des entreprises, c'est qu'on n'apprend plus un métier en tant que tel, on apprend des compétences, voire maintenant on apprend des process. Les entreprises sont de plus en plus processées, hein, donc vous avez tous, je suis sûr, mis en place dans vos entreprises respectives des process. Et donc, ce qu'on va rechercher de la part d'un collaborateur, c'est plus tant un tour de main, une compétence hyper précise, et cetera, qu'une capacité à s'engager au sein de l'entreprise. Au fur et à mesure du temps, on va chercher la perle rare, puis quand on n'arrive plus à avoir la perle rare parce qu'elles sont trop demandées sur le marché, on arrive sur des personnes qu'on va pouvoir former rapidement, des personnes qui ont des compétences, et puis au fur et à mesure, ce sera presque que des personnes qui ont un petit background, et puis on va accepter de les former sur le tas tant qu'elles ont envie, tant qu'elles veulent s'engager. Cependant, c'est aussi une bonne nouvelle, on a la capacité d'engager des personnes qui ne connaissent pas tout du métier, c'est un petit peu moins grave qu'avant. L'aspect suivant, il est extrêmement important. On dirait mon slide qui a disparu. Ferhat, si tu peux remettre le slide. Excusez-moi. Je vais juste continuer le temps, en l'occurrence que le slide revienne. Le phénomène dont je voulais parler après, c'est la quête de sens. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est la quête de sens. Merci Ferhat. La quête de sens des collaborateurs. Avant, on venait chercher un salaire au sein d'une entreprise, hein. C'est un élément extrêmement important de la relation employé-employeur. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, hein. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui se «désintéressent» entre guillemets du travail en tant que tel, peut-être parce que, il y a différentes ressources qui leur permettent de vivre sans ça, ou tout simplement parce qu'ils sont dans une quête de sens personnel. Il y a quelques grands phénomènes aujourd'hui qui structurent, la partie RH. Je pense notamment à des phénomènes qui viennent des États-Unis, mais qui sont en train d'arriver, en France. Il y en a 2 grands,
C'est, l'early retirement, l'idée qu'il y a des gens qui disent: «À 30 ans, j'arrête de travailler, je vais vivre de mes rentes». Alors c'est assez fou de se dire qu'on arrive à vivre de ses rentes à 30 ans, mais je vais vivre «petit» entre guillemets, je vais vivre avec très peu d'argent, mais je vais vivre tranquille dans mon coin et assez jeune. Donc c'est des gens qu'il faut convaincre d'aller travailler. On est de plus en plus dans cette, tendance-là. Il y a un deuxième élément, c'est la tendance qui est appelée the great resignation. Donc les gens qui, démissionnent parce qu'ils disent: «Bah, j'ai plus envie de faire ce travail-là». Vous savez quoi? Post-covid, j'ai, eu une autre vie. À un moment, bah, je me suis occupé autrement. Bah, j'ai trouvé que la vie, c'était sympa sans travailler dans ce secteur-là. J'ai plus envie d'être, cafetier, j'ai plus envie d'être, ceci. Et c'est pas vrai que pour des métiers, ouvriers dans le sens noble du terme, hein, c'est vrai aussi pour des cadres. On voit beaucoup de burn-out dans d'autres domaines. Les gens qui disent: «J'ai plus envie de cette vie-là, je veux faire autre chose». Donc on doit maintenant convaincre les collaborateurs que travailler, ça a du sens, que c'est pertinent, que c'est quelque chose où ils vont trouver un équilibre, personnel, là-dedans. Donc on vient toujours prendre un bénéfice pécuniaire en travaillant, mais au-delà de ça, on cherche du sens, on cherche de la considération personnelle, du progrès, progresser dans notre, façon d'être à titre perso, des projets, intéressants, un sentiment d'appartenance aussi à une entreprise, un sentiment d'être important au sein de l'entreprise. Et c'est notamment à vous RH et vous management au sens large, d'apporter, un minimum de sens ou en tout cas d'aligner le sens que vous allez proposer avec, vos collaborateurs. Dernier, phénomène, qu'on va traiter aujourd'hui, c'est, le télétravail et les organisations hybrides. Là aussi, c'est un nouveau paradigme évident, suite, au Covid. On a tous travaillé presque en télétravail, pour ceux qui l'ont pu, heu et c'est quelque chose qui ne concerne certes pas tout le monde, mais quand même énormément de monde. Et on voit bien que c'est un phénomène qui est quand même un petit peu inéluctable. Il y a personne aujourd'hui qui se dit: «On va revenir 5 jours, dans les bureaux et peut tout le monde derrière son écran, à 9 heures du matin jusqu'à 18:00 et c'est comme ça». On voit qu'on est dans un système de plus en plus hybride et par rapport à ça, voilà, ce système hybride, il balaye quelques a priori, notamment la notion d'équilibre vie pro, vie perso. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens, nous tous, on est devenus hyper disponibles dans, le cours de nos journées, voire parfois tard le soir. Je suis sûr qu'en tant qu'RH, vous avez des problèmes avec des gens qui disent: «Ah non, mais j'ai répondu à 20 heures. En fait, je pars, courir à 18 heures, mais je reprendrai à 21 heures», alors que vous leur avez jamais demandé de travailler à 21 heures. On est bien d'accord là-dessus, mais vous avez à gérer ce type de choses où on n'est plus sur un équilibre vie pro, vie perso avec une fin de travail à telle heure. On est sur une imbrication des 2 éléments et donc ça génère toujours ce sentiment que le travail doit être intéressant parce que si mon travail ne m'intéresse pas, bah, ça ruine ma vie personnelle aussi et ça, les collaborateurs ne le veulent plus. C'est vraiment un élément, qui est déterminant. Ça a aussi des aspects positifs. Les collaborateurs sont prêts à s'impliquer. On le voit, hein, avec le télétravail, les gens s'impliquent, les gens sont derrière leur PC, les gens sont hyper réactifs. C'est assez impressionnant de ce point de vue-là, avec parfois une intensité de travail assez dingue. Moi, je le vois dans notre journée, hein, on peut enchaîner les rendez-vous à des vitesses, hyper fortes, en plus maintenant on a des timings bien précis avec les visios, on enchaîne incroyablement. C'est un hyper engagement. Mais on peut avoir l'effet inverse, c'est que vous pouvez désengager les gens qui sont, à distance, qui ont moins envie et si vous ne proposez pas en fait une interaction, contrôlée, intelligente, les gens se désintéressent parce que ça nuit à leur vie perso. C'est vraiment ça, ce nouveau paradigme. À ces différents points, on va ajouter des tendances qui existaient déjà, hein. Le management participatif est devenu un indispensable. Le management purement hiérarchique marche de moins en moins bien. Il faut manager des générations X, Y, Z. On veut être, non plus dirigé, on veut être coaché. On adore les process, hein, on est tous pareils. Toutes les entreprises veulent mettre des process de tous les côtés, mais à côté de ça, on déteste tout ce qui est lourdeur administrative. Ça, c'est notre quotidien, en tant que tel. Donc c'est vraiment hyper important de bien comprendre tous ces nouveaux paradigmes, sur, justement, l'après-Covid. Une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on s'est dit que c'était absolument, indispensable, de, comprendre ces points, d'engager nos collaborateurs, parce qu'autrement ils peuvent partir et qu'autrement nos entreprises, bah, peuvent tout simplement se vider de leur substance, leur capital humain. On va voir que le performance management est aussi une formidable opportunité. C'est pas juste un risque, parce que là, j'espère que je vous ai fait un petit peu peur avec tout ça. On va voir que c'est quelque chose qui est, également une formidable, opportunité. Et ceux qui l'ont compris vont aller beaucoup plus vite que les autres. Parce que là, on va, raisonner un petit peu différemment dans les slides qui vont suivre.
On va raisonner de manière uniquement business, hein, c'est-à-dire qu'on va être dans un rapport, assez froid, assez cynique du performance management. On va se dire: «OK, pourquoi je mets tout ça, en œuvre?» C'est pas juste pour l'aspect cajoline, j'ai envie de m'occuper de mes collaborateurs le mieux possible. On va juste penser en termes de productivité, d'efficacité, rentabilité, d'argent, de gros sous si vous voulez, l'entendre comme ça, de à quoi ça sert, d'avoir un performance management efficace. L'objectif, c'est le business à la fin du fond. Par rapport à ça, plusieurs éléments. Le premier, ça va être la motivation tout simplement et la productivité de vos collaborateurs. Si votre système d'entretien est bien mené, vous allez avoir des collaborateurs qui sont plus motivés. Ça paraît tout simple. Et qui dit plus motivé, dit plus productif. Je reviens à des aspects très basiques, ils vont avoir envie de travailler un petit peu plus longtemps le soir, de commencer un petit peu plus tôt, ils y mettront plus d'intensité, ils seront simplement plus productifs. Et même, vous pouvez espérer avoir des collaborateurs heureux, hein. C'est autorisé, d'avoir ça. C'est bon pour toute l'entreprise, tout le monde en est convaincu, aujourd'hui. Donc ça, c'est mon premier point, «offensif», entre guillemets. Mon deuxième point, ça va être de générer une bonne organisation. Une bonne organisation, avec, les bonnes personnes aux bons endroits. Si votre système d'entretien est bien mené, là aussi, vous allez pouvoir mieux manager les carrières, vous allez pouvoir mieux manager les compétences, vous allez pouvoir mieux manager la formation, des personnes. Et d'ailleurs, par pitié, hein, arrêtez sur la formation, arrêtez de penser que la formation se limite à: «Ah bah, j'ai mis, une personne une après-midi dans un, cours magistral à la Ségos pour leur apprendre, la prise de parole en public et les gens vont rester à cause de ça». C'est pas vrai, hein, les gens ne restent pas pour une demi-journée dans l'année. Ils restent parce que vous les avez formés à un nouveau poste, parce qu'ils ont eu des responsabilités et ça fait partie de la formation. La formation, c'est qu'est-ce que j'ai appris à faire, pas juste la petite séance que vous avez accordée gracieusement. Ça fait joli en tant que tel, mais le but du jeu, c'est vraiment ce que les gens ont ressenti et se dire à la fin de l'année: «Oui, j'ai progressé à titre individuel, j'ai progressé dans mes compétences». Donc c'est tout un cycle, la formation, en tant que telle. Si vous avez ces éléments-là, bah, vous allez pouvoir avoir les bonnes personnes aux bons endroits, vous allez pouvoir avoir des personnes qui prennent leurs responsabilités et ça, c'est hyper important dans une, entreprise. Vous allez également leur donner de la liberté pour entreprendre parce que vous aurez confiance, parce que vous aurez eu des moments de management pour justement discuter de ce qui va se passer. Si vous avez les bonnes personnes aux bons endroits, ça a un autre impact très direct et surtout dans un moment de guerre des talents. Vous avez moins besoin de recruter puisque vous avez déjà placé quelque part les bonnes personnes aux bons endroits, vous avez su les faire évoluer et ça donne aussi des perspectives pour les personnes en interne de se dire: «Bah, ils iront pas forcément chercher ailleurs, ils vont faire confiance, aux personnes qui sont au sein de l'entreprise». Ça, c'est un élément qui est clé par rapport à ça. Et dernier point, une bonne organisation, bah, ça évite le turnover. Le turnover, c'est de l'argent, c'est de la désorganisation. Il est entendu que ça coûte à peu près 6 mois de salaire de perdre un collaborateur. C'est assez discutable, ce chiffre, il est très variable et cetera, mais c'est l'ordre de grandeur qui est, en jeu. Donc hyper important d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, de les faire évoluer, de leur donner des perspectives, de carrière, en tant que telles. Et si vous avez une organisation qui est efficace, à un moment donné, ça c'est Mastercard, ça a pas de prix. C'est définitivement quelque chose qui va générer du profit, du business, de l'efficacité, en tant que tel. Le point suivant, c'est tout simplement permettre de la créativité, de la capacité au changement. Si vous menez bien vos entretiens, si vous avez des moments de management qui sont pertinents, vous allez générer de l'alignement avec la stratégie. Et ça, c'est pas évident que tout le monde aille dans le même sens, que tout le bateau rame de manière synchrone. Et vous avez besoin de ces moments où vous allez vous poser avec vos collaborateurs pour faire le point, pour se dire: «OK, on veut bien tous aller à cet endroit-là. Est-ce que tu es OK pour y aller? Est-ce que tu as besoin d'explications?» C'est déterminant pour tout simplement générer, de l'efficacité, générer également, de la créativité. Vous allez pouvoir leur dire: «Bah, OK, c'est là qu'on veut aller, allez-y, foncez» et derrière, vous pouvez là aussi les responsabiliser. Vous pouvez leur dire: OK, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux par rapport aux concurrents pour y parvenir plus vite? Les objectifs sont clairs, ça génère de l'efficacité. Autre bénéfice, si vous devez faire des changements d'entreprise pour parvenir à vos objectifs, bah, si les personnes sont prévenues, conscientes, si vous avez réussi cet alignement, si vous avez réussi, à vous synchroniser avec leurs attentes, bah, les gens vont accepter beaucoup plus naturellement le changement que si ça arrive d'en haut sans que ça ait jamais été discuté. Donc ça, c'est des éléments qui font vraiment la différence.
si vous êtes en capacité de générer de la confiance entre la direction de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, les managers, les collaborateurs. Si tout ça est aligné, il n'y a pas de miracle, vous êtes plus efficace. Le dernier point, «offensif» entre guillemets du performance management, c'est les feedbacks et la notion de progrès. C'est un élément qui est, aujourd'hui extrêmement, important pour vous. C'est que si votre système d'entretien est bien mené, vous allez pouvoir faire progresser vos collaborateurs. Un sacré objectif quand on est, RH quand même de faire progresser, ses collaborateurs. Et quand je dis collaborateurs, c'est collaborateurs, managers, voire direction. Hein, c'est quelque chose qui est clé. C'est qu'au moment de ces entretiens, vous allez collecter des retours. Vous allez collecter, ce qu'on appelle des feedbacks, hein, dans la terminologie, mais tout simplement des gens qui donnent leur avis, leur opinion et qui donc du coup vont donner des axes de progrès. Par rapport à ça, vous allez pouvoir faire progresser vos collaborateurs en leur parlant franchement, en prenant le temps de leur donner des axes de progrès, en les coachant, en donnant des conseils. C'est ce qu'ils attendent, hein, pas juste une direction, ils attendent des conseils pour, progresser. Vous allez pouvoir mettre en place des plans de progrès. Peut-être même que ce sera un objectif en tant que tel de faire progresser, une personne. Vos managers vont pouvoir comprendre les points de friction, parce que s'il y a un problème identifié, grâce au retour, vous allez peut-être pouvoir faire évoluer les points de friction en tant que tels. Vous allez les comprendre, vous allez les surmonter. Et vous RH, vous allez pouvoir faire comme le marketing, le commerce, la prod, les autres départements. Vous allez pouvoir avoir de la donnée au sein de ces entretiens pour monter des plans d'action après avoir analysé vos campagnes. Ça, c'est un élément qui est archi déterminant dans un bon système de performance management. C'est qu'une campagne, à un moment donné, ça s'analyse et derrière, vous allez devenir des RH stratèges et plus encore, vous allez devenir des RH qui impactent l'entreprise en jouant sur son principal atout, l'humain. Ça, j'en suis intimement convaincu et je veux faire passer cette idée aussi. Vous avez un rôle de plus en plus déterminant au sein de l'entreprise. Par rapport à ça, le rôle des RH, il évolue. Après tout ce que je viens de vous dire sur cette première partie, s'il vous plaît, au sortir de ce webinaire, allez voir vos DG. Dites-leur à un moment que le monde a changé, que les rôles se sont quasiment inversés, il y a des nouveaux paradigmes, qu'il y a une formidable opportunité aujourd'hui à saisir sur le management de la performance et que votre rôle en tant qu'RH a changé. Ça, c'est un point qui est déterminant aussi. Faire la paye et gérer les congés, c'est bien, mais c'est pas là où vous avez beaucoup de valeur ajoutée en tant que telle. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui le font très bien. Vous avez du Payfit, du Luca, tout ce que vous voulez, qui le font presque à votre place. Votre rôle, c'est pas manager de logiciel RH. Votre rôle en tant que tel, c'est tout simplement de devenir human performance manager, que les humains soient aussi performants que possible via les différents systèmes de management que vous allez mettre en place en tant qu'RH. Ça, c'est votre rôle. Là, vous avez un maximum de valeur ajoutée. En ce moment, les RH ont un boulevard devant eux parce que la ressource humaine devient un enjeu critique. Vous devez vous mettre dans ce mode-là, de se dire, OK, comment je vais impacter l'entreprise? Et aujourd'hui, c'est l'humain qui impacte l'entreprise parce que c'est à la fois son principal frein si on n'a pas les bonnes personnes et sa principale opportunité si on a les bonnes. Donc vraiment, par rapport à ces différents éléments, allez voir vos DG et expliquez-leur à quel point c'est important de mettre en place un système de performance un système de performance de la du management efficace. Je terminerai par une petite citation sur cette première partie. Il y a une citation qui est bien connue de Lincoln qui dit l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. On va la transformer un petit peu pour revenir à notre côté RH. Allez dire à vos DG le management de la performance coûte cher, mais essayez donc l'inaction. Parce que c'est ce que je vois dans beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui, des gens qui n'agissent pas sur le management de la performance, qui sont passifs, qui font juste des entretiens pour le principe et derrière, il y a pas d'action. Aujourd'hui, vous avez un boulevard en tant qu'RH pour justement, impacter votre entreprise et avoir une place centrale dans, les entreprises. Ça, c'était ma première partie, mais je vais juste prendre le temps avant de passer, à la deuxième, de, débriefer sur, le sondage et de répondre à quelques questions si vous voulez. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette, 1re partie. Donc quelle a été votre problématique RH principale en sortie de crise? De très loin en tant que tel, mieux accompagner et former les managers. Je suis pas surpris, c'est assez cohérent avec, ce qu'on vient de se dire là, en tant que tel. C'est que souvent le système de performance management, il passe par les managers, hein. C'est un point qui est, extrêmement important, c'est que
je dirais le rouage qui va permettre, de faire passer ces nouvelles pratiques, de faire passer cet alignement, de faire passer les différents points qu'on a vus, ce sont vos managers. Donc vous voyez tout de suite quelque part quel est votre rôle en tant que RH, c'est aussi de former vos managers, pour justement faire passer votre culture d'entreprise et ce que vous voulez faire passer au sein de tous les collaborateurs. Mais ça se fera notamment au sein des moments de management que sont les entretiens pour derrière, bah, impacter au maximum l'ensemble de vos, collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions, notamment sur cette, 1 partie? Je réponds, juste aux différentes questions qui ont été posées jusque-là. The Great Resignation, en fait, c'est vraiment une tendance aux États-Unis, où vous avez un taux de démission qui n'a jamais été aussi élevé, sur ces, a priori, 50 dernières années depuis qu'il y a des statistiques, pour dire: «OK, je suis dans mon travail, je démissionne, soit parce que j'en ai trouvé un autre à côté qui m'intéresse davantage, soit parce que j'ai décidé tout simplement de me retirer, du monde du travail pendant quelque temps pour faire d'autres choses». Ça, c'est un phénomène qui peut se voir, également, en France en partie. Et le early retirement, c'est un autre, système de pensée qui est de dire: «Je vais économiser suffisamment étant jeune, je vais travailler, entre guillemets "comme une brute", en étant, jeune. Je vais amasser un capital suffisamment fort pour derrière ne plus avoir qu'à, vivre de mes rentes». Souvent, c'est à vivre de mes rentes «petits» entre guillemets, hein. Il y a des gens qui disent: «Bah, moi, je vais pouvoir m'installer dans une zone qui coûte pas trop cher et cetera. Je vais vivre à la campagne, entre guillemets, je tombe dans les clichés, hein, volontairement, et au final, avec 1 000-2 000 € par mois, bah, je vais réussir à m'en sortir, je vais vivre tranquille et ça me va très bien, j'arrête de travailler à 30-35 ans». Souvent, hein, c'est quand même des cadres à assez haut salaire qui peuvent se permettre ce type de philosophie, mais c'est un phénomène qui s'amplifie aujourd'hui, chez pas mal de gens. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres, questions, au fur et à mesure, je serais ravi d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est un deuxième sondage en l'occurrence, c'est de savoir si vous avez lancé ou non vos entretiens, de fin d'année et on va faire le bilan à la fin de la présentation. J'ouvre les votes pour ce deuxième. Merci à tous ceux qui ont participé pour, le premier sondage. Toujours intéressant d'avoir vos retours en live. Ce dont on va parler, maintenant, c'est tout simplement de la, best practice, Elevo, c'est-à-dire ce qu'on va recommander chez Elevo. On est aujourd'hui, leader sur cette partie, performance, de la pardon, management de la performance. J'essaie de ne pas le dire en anglais parce on le dit un petit peu autrement. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on recommande tout simplement? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place au sein de vos entreprises, pour impacter le business comme on l'a dit, impacter, tout simplement votre capital humain? Premier point, c'est tout simplement de savoir pourquoi les entretiens annuels, sont maintenant considérés comme inutiles. Alors je m'explique, c'est si vous ne faites qu'un seul et unique entretien annuel dans l'année. On a fait des sondages par rapport à ça. Les gens vont souvent en critiquer la forme. C'est pas sympa, c'est du papier, c'est pas pratique, c'est old school, faut rédiger, parfois à la main et ça donne une image qui est pas terrible en termes de marque, employeur. Le rythme, on se parle une fois dans l'année, c'est pas très raisonnable, d'aller là-dedans. Aujourd'hui, on parlait d'hyper-réactivité. Vous allez dire à vos collaborateurs: «On se parle vraiment une fois par an de carrière?» Aujourd'hui, il faut leur parler très régulièrement, hein. C'est un point qui est, hyper important. Et le troisième aspect de juste l'entretien annuel, c'est de se dire: «Bah, il y a pas d'action derrière. J'ai coché des cases, j'ai rempli mes compétences, j'ai dit si je travaillais trop le soir, si ma QVT, patati patatère, mais au final, j'ai rempli un formulaire et en gros, tout le monde s'en fout». Je suis un petit peu cash dans ce que je suis en train de dire, mais c'est le sentiment de pas mal de collaborateurs et souvent de pas mal de managers et souvent de pas mal de RH, en tant que tels. Donc on va essayer de renverser la table sur tout ça et de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace et générer un système où les gens sont contents et c'est efficace pour l'entreprise?» Nous, si vous voulez, notre rôle, chez, Elevo, c'est d'aider les entreprises françaises à générer un système de management de la performance qui soit efficace. Chez Elevo, on est en train de créer une sorte de best practice pour aider à faire évoluer les cultures et proposer un ou des modèles qui soient, efficaces et qui génèrent des résultats pour les entreprises qui ont compris l'importance de mettre l'humain au centre et ainsi, tout simplement générer un avantage compétitif. On revient à notre idée d'impacter le business. Mon premier point, par rapport à ça, c'est qu'on a beau, chez Elevo ou chez d'autres, hein,
être un logiciel, dont je pourrais vous expliquer pendant 100 ans, qu'on a des super, fonctionnalités et autres. Le logiciel ne remplacera jamais votre culture d'entreprise. Ça, c'est un point que je veux mettre bien en avant ici. Fondamentalement, et là je vais me tirer une balle dans le pied, tout à fait volontairement, le logiciel n'est pas si critique que ça. Ce qui est si critique que ça, c'est la culture que vous allez mettre en place avec. On doit toujours être derrière votre culture, pas devant votre culture. Et ça, c'est un élément qui est clé, en tant que tel. Vous avez besoin d'avoir, des logiciels qui se mettent derrière votre culture et surtout d'être accompagnés dans le déploiement, accompagnés dans en quoi ça va impacter votre culture de mettre en place un logiciel qui est pertinent. Et pour ça, les points qui vont être, importants, c'est quelle expérience le collaborateur va vivre? Comment il va ressentir le fait d'avoir des entretiens tout au long de l'année? Comment les managers vont le ressentir? Comment vous, RH, vous allez le ressentir? Quelle capacité d'analyse vous allez avoir derrière grâce à ces campagnes au sein de logiciels? Comment on va accompagner, comment l'entreprise, le prestataire potentiellement que vous prendrez pour gérer votre performance management vous accompagnera? Donc ça, c'est un élément clé. Un logiciel, c'est pas moins d'humain, c'est mieux d'humain et ça, je veux que vous l'ayez absolument en tête. C'est déterminant, dans, le management de la performance. Vous avez besoin de générer des vrais échanges. Je reviens à avoir de vrais échanges. Ça paraît un petit peu évident de le dire comme ça, mais dans des entretiens de fin d'année ou tout au long de l'année, on va le voir, il faut vraiment se parler. Je suis commercial. Vous demandez à quelqu'un: «Comment ça va?» Il répond toujours: «Bien». C'est très, très rare quelqu'un qui vous répond: «Non, ça va pas». Alors que pourtant, il y a peut-être un truc qui l'énerve. Vous allez avoir les vraies réponses après un, deux, trois. «Comment ça va?» Pour de vrai. «Non mais en fait», «Non, je te jure, tu as pas l'air d'aller». Posez des vrais échanges. Allez au fond des choses, ne restez pas superficiel. Je préfère franchement une question ouverte à 10 questions fermées où on va juste cocher des cases, remplir le formulaire. Il faut mettre en place au sein de vos entreprises le fait que les entretiens tout au long de l'année, c'est quelque chose pour échanger pour de vrai, pour traiter le fond des choses, le fond des sentiments, quitte à aller dans les états d'âme fondamentalement des collaborateurs, des managers. Plus on se dit les choses, plus on a une vraie culture de la transparence, plus derrière vous allez avoir quelque chose d'efficace. On parlait tout à l'heure notamment des feedbacks. Quand vous faites des feedbacks 360, c'est un élément que je trouve absolument génial. Vous avez la capacité d'avoir un shoot quelque part d'adrénaline parce que vous recevez 4, 5 personnes qui vous donnent un avis sur ce que vous êtes, ce que vous faites. Et vous allez générer cette culture de la transparence, dire je vais avoir le droit de dire à quelqu'un que j'ai bien aimé tel aspect, que je l'ai trouvé super sur tel point. Par contre, que j'ai telle attente vis-à-vis de lui qu'il ne remplit pas, voire qu'il a eu un comportement ou un manque de compétences sur tel sujet qui n'est pas bon. Si c'est autorisé par l'entreprise, si c'est favorisé par l'entreprise, on reçoit, et je l'ai vécu, je le vis aujourd'hui en tant que tel, on reçoit des feedbacks et ça nous permet de progresser. Le fait de faire des feedbacks 360, c'est la capacité de les avoir tous d'un coup, mais c'est surtout la capacité de le faire après tout au long de l'année. Ça devient une normalité, ça devient quelque chose de bien vécu, de bienveillant, quelque chose qui nous permet de progresser tous en tant que collaborateurs d'une même entreprise. C'est devenu bien de se dire les choses quand ça va et quand ça va pas et de le dire dans un aspect, qui veut faire progresser les gens. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est, déterminant, en tant que tel. Ayez cette culture d'avoir des vrais échanges, ça passe par l'éducation de vos collaborateurs et de vos managers, les 2, hein, ça ne n'incombe pas qu'aux managers et c'est vrai aussi sur la culture de la transparence et un dernier point, montrez l'exemple. Montrer l'exemple par rapport à ça. Il n'y a pas mieux qu'un dirigeant qui accepte, par exemple, qu'on lui dise des choses et qui ne va pas dire: «Ah non, ça ne me convient pas». Non, non, juste accepter que c'est un avis. Vous n'avez pas forcément à y répondre en tant que tel. Vous avez à l'écouter, à l'entendre, à le prendre en considération. On va regarder ensemble quelques moments justement de la best practice, Elevo. Premier point, c'est l'onboarding. C'est un élément, hyper important et je pense que pas un seul employé en France devrait, passer ses 30 premiers jours sans avoir au moins un entretien formel avec son manager ou, une personne qualifiée au sein de l'entreprise. C'est tout simplement les rapports d'étonnement. Vous allez pouvoir dire au bout de 30 jours: «Voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai moins aimé, au sein de mon onboarding. Voilà les choses qui me surprennent, voilà les choses que j'ai vues différemment ailleurs» et ça permet de collecter un maximum d'informations, de réaligner rapidement les choses, si jamais il y a un sujet. Pour information, 22 des nouvelles recrues partent au bout des 45 premiers jours. Donc, il ne faut pas attendre 3 mois, sinon vous perdez potentiellement du monde.
un petit peu bêtement, simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour faire un point et de se dire, avec des vrais échanges, avec de la transparence: «Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas?» et si besoin, de réaligner les choses. Une fois encore, quand on se parle, souvent on arrive à se comprendre. On va pouvoir également avoir un entretien d'onboarding pour vérifier la montée en compétences des différentes personnes qui rejoignent votre entreprise. Et on pourra également avoir un entretien de fin de période d'essai, de validation de période d'essai. C'est un moment extrêmement important pour tout simplement se dire, OK, pourquoi on valide cette période d'essai? Et se dire, il est des nôtres. C'est un moment fort, c'est un moment où vous allez acquérir non plus le statut de nouvel arrivant, mais statut de il fait partie de l'entreprise. Maintenant, il est considéré à l'égal de tous les autres. Autre point, faut penser à l'offboarding. C'est aussi un moment où vous allez pouvoir transformer certains de vos collaborateurs qui partent, pour plein de bonnes raisons, en ambassadeurs. Donc prenez le temps de comprendre pourquoi ils s'en vont. Ça vous fera peut-être progresser dans votre culture d'entreprise, dans la façon justement dont vous devez adapter votre culture d'entreprise par rapport aux gens qui s'en vont, comprendre leurs sources d'insatisfaction. Mais c'est aussi la capacité, par exemple, de transformer des personnes qui sont parties en ambassadeurs. Je suis parti de 360 Learning et pour autant, j'en dis toujours le plus grand bien parce que je trouve que c'est une entreprise super. Vous l'entendez là, c'est positif pour eux, donc bien joué de ce point de vue-là. N'hésitez pas à prendre le temps de formaliser les moments de départ. Autre point, tout au long de la vie du collaborateur, la majorité de vos collaborateurs, vous avez besoin d'avoir des moments dédiés justement à l'échange. Donc, c'est les entretiens d'évaluation tout au long de l'année. Il y a des points qui doivent être, à mon avis, à minima 2 fois par an. On a parlé de l'entretien annuel, je ne dis pas qu'il faut le supprimer, au contraire. Je pense juste qu'il en faut à minima un deuxième, un semestriel, voire des petits checks, trimestriels. Donc c'est entre 2 et 4 pour nous la zone de vérité, 2 minimum, 4 maximum. Et quand on lance une campagne, elle doit être courte. Elle doit être faite sur un timing de 3 semaines, grand maximum. Pour les checks, ça peut être en 2 semaines. Donc ça veut dire que c'est complètement adapté. Ça veut dire qu'il y a peut-être que 2 questions dans votre check trimestriel. Et là, justement, c'est tout le rôle justement d'un Elevo de vous accompagner sur comment mettre en place ce type de best practice. On va multiplier les moments d'échange, on va les rendre plus courts, on va avoir des thématiques spécifiques et on va avoir des vrais échanges sur des éléments qui intéressent vos collaborateurs en tant que tels. Et il y a un autre point, c'est que faire des entretiens, un moment commun à l'entreprise, tout le monde les passe en même temps, ça génère en fait un formidable levier de mise en avant des collaborateurs. Ils savent que c'est un petit peu leur moment à ce moment-là. C'est un moment qui est connu, ça permet d'avoir une bonne photo pour le manager également. Ça permet que ce soit équitable pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui a énormément d'effets positifs parce qu'une fois que vous avez une bonne photo, vous pouvez agir et derrière, on va être tout simplement dans la capacité de mener des analyses, de mener des actions derrière. Autre point, ces entretiens, vous pouvez les coupler, pourquoi pas, avec des feedbacks entre pairs, comme vous le voyez ici sur le slide. Vous pouvez avoir votre évaluation semestrielle et pourquoi pas un feedback 360 en tant que tel, ou un manager survey. C'est des éléments qui vont vous permettre de structurer votre année d'un point de vue RH et de vous assurer tout au long de l'année que l'ensemble de vos collaborateurs, on en a parlé, soient bien alignés, puissent progresser, etc., etc. Tous les aspects offensifs du performance management. Le dernier point, il vous incombe en tant qu'RH, c'est qu'à la sortie de ces campagnes d'entretien, qui peuvent être donc courtes, vous allez faire votre analyse de la data. Vous allez avoir des graphes, vous allez avoir des éléments pour dire voilà ce qui va bien, voilà ce qui va moins bien, et vous allez aller à votre codir, dire voilà les actions que je propose, voilà l'action plan fondamentalement que vous allez mettre en œuvre pour améliorer l'attractivité de votre entreprise, la vie dans votre entreprise, votre culture d'entreprise, la performance au sein de votre entreprise. Vous êtes des human performance managers. C'est ça le message et c'est là que ça va jouer. Vous avez des retours, vous avez un plan d'action et vous impactez le business au bout du compte et votre capital humain en interne. Ça, c'est vraiment votre rôle en tant que tel. On audite, on analyse, on agit. Juste, je vais reprendre le deuxième sondage. Avez-vous lancé vos entretiens de fin d'année? 39 oui, 61 de non. Donc j'imagine que ça viendra bientôt en tant que tel. J'espère que justement le fait d'avoir eu ces quelques explications, ça va vous permettre de peut-être mieux structurer votre année prochaine, votre année à venir et de désacraliser quelque part l'entretien annuel en mettant en fait tout au long de l'année
et en surtout cristallisant des vrais moments d'échange avec énormément de transparence. Je terminerai juste par ça avant qu'on passe, aux questions. C'est la fidélisation des talents, c'est un enjeu de toutes les entreprises, hein. On le voit aussi bien dans des entreprises très installées. On a des clients, par exemple, de type, Labéry, JC Deco, Figaro, qui sont des entreprises extrêmement installées, mais elles aussi, elles ont besoin de mettre en place une culture, d'entreprise performante, du, performance management, efficace pour maintenir du leadership et fidéliser des talents qui parfois, aspirent à d'autres, modes de fonctionnement, d'autres modes de management. Donc c'est d'autant plus important pour ces sociétés plus traditionnelles, plus installées, en tant que telles, de mettre en place ces nouvelles pratiques. Et bien sûr, c'est vrai pour les startups, les scale-up, parce qu'elles ont besoin de ça pour attirer, pour réussir, dans leur croissance, et elles en ont besoin, également pour attirer les meilleurs profils, des profils qui sont souvent, un petit peu plus jeunes et qui du coup ont vraiment cette quête de sens, un peu, viscéralement ancrée. Mais en vrai, soyons honnêtes, la quête de sens, c'est à tous les âges, hein. Je pense pas qu'il faille être jeune ou moins jeune pour avoir envie d'avoir une vie, sympa, agréable et compatible avec son travail. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est un sujet qui touche toutes les entreprises. Je vais juste en prendre une rapidement pour illustrer, le propos et la mise en œuvre de la best practice, Elevo. Job teaser, une citation de Maud en l'occurrence. On n'a pas seulement déployé un outil, on a également fait une refonte de notre process via les performances et développement de review. On a mené une vraie conduite du changement. Ça, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on adore mettre en place, c'est du projet, en tant que tel. Vous voyez qu'on n'est pas en train de parler d'un logiciel en tant que tel, on est en train de parler d'une culture et des impacts que ça va, avoir, de la conduite du changement qui va avec. Job Teaser, ils font aujourd'hui 3 entretiens phares, l'entretien de performance, l'entretien de développement et les campagnes de feedback 360, exactement comme je vous montrais, dans la structure de la best practice Elevo. Concrètement, 95 de taux de complétion de ces campagnes, donc c'est vraiment ultra, efficace et ultra apprécié. Aujourd'hui, les collaborateurs les demandent si jamais elles ne sont pas lancées. C'est vous dire l'importance que ça a pu prendre en interne. C'est devenu un moment privilégié d'échange et qui est une nécessité, de la part tout simplement de job teaser et des RH de lancer ces éléments, rapidement. Donc les bénéfices de mettre ça en place pour une entreprise comme Job Teaser, mais globalement pour toutes les entreprises avec lesquelles on va travailler, c'est un suivi plus juste de la performance, parce qu'avec un feedback 360, eh ben, on a des avis globaux. C'est pas juste le manager qui va donner, un jugement sur un collaborateur, et le fait de l'étaler tout au long de l'année, c'est un «contrôle continu» entre guillemets. On n'est pas juste: «Est-ce que c'est bien à un moment T?» On est sur quelque chose qui est beaucoup plus régulier. Une meilleure gestion des carrières, où les gens peuvent évoluer extrêmement rapidement, une équipe RH qui est devenue vraiment cœur au sein de l'organisation de Job Teaser, et donc ils ont vraiment toute leur place, autant que, d'autres, grandes fonctions au sein de Job Teaser, et un meilleur pilotage de l'agenda parce qu'en structurant les choses, bah, ils savent exactement, sur quel pied ils vont danser tout au long de l'année. C'est extrêmement structuré. Donc voilà, pour conclure, là-dessus, prenez en compte les nouvelles donnes de l'après-Covid. Le management de la performance est devenu un enjeu qui est crucial, qui est stratégique pour vos entreprises. Allez voir vos DG pour leur dire que c'est un point ultra clé, c'est un must-have d'avoir ces éléments de performance management, sinon ils se mettent en risque critique. Et faites évoluer, votre, culture d'entreprise. Le digital ne remplacera jamais l'humain, c'est justement l'occasion de le mettre en avant. Mieux d'humain, c'est vraiment le point, et grâce à tout ça, ben, on permettra de fidéliser les talents, et c'est quelque chose qui est un enjeu extrêmement fort dans les entreprises. Je termine par ça. On vous offre un coaching personnalisé chez Elevo de 30 minutes, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, par rapport à ça. On prendra les 25 premiers en l'occurrence, mais on serait ravis d'échanger sur ces sujets, avec vous, et on va terminer par les questions, en tant que telles. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces, différents éléments. Dedans, je pense que j'ai pris à peu près les 45 minutes qui m'étaient, données. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on s'est permis là ici, hein, vous avez un petit lien si vous voulez, hem, vous connecter pour, la session de 30 minutes, qu'on vous offre, chez Elevo, donc n'hésitez pas. Bah, écoutez, si pour le coup, j'ai pas d'autres, questions, bah, je vais vous remercier, de votre, attention. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que,
vous aurez eu des nouveaux éléments de réflexion pour, votre rôle, au sein de l'entreprise en tant que RH et surtout des bonnes idées à mettre en œuvre pour, les campagnes, d'entretien qui arrivent et tout simplement pour un meilleur, suivi et management de la performance. Merci beaucoup.